l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Ou peut-il? Je veux dire, j'ai besoin d'argent pour survivre, comme un abri, de la nourriture, des soins de santé. Et beaucoup de choses que j'apprécie vraiment coûtent de l'argent. Mon iPhone, un lit confortable, des pépites de chocolat, de la pâte à biscuits, de la glace. Alors, l'argent achète-t-il vraiment le bonheur? Et si c'est le cas, pourquoi voit-on tant de personnes riches qui semblent un peu malheureuses? Ne devraient-ils pas être les plus heureux? Eh bien, c'est déroutant. Mais la bonne nouvelle, c'est que des scientifiques sociaux étudient cette question depuis des décennies. Et nous allons parler de ce qu'ils ont découvert tout de suite. Salut! Bienvenue, Humanicity. Je suis Tim et c'est notre deuxième vidéo dans notre toute première série sur le bonheur. Maintenant, plongeons dans la relation entre l'argent et le bonheur, en prenant du recul à une échelle mondiale. Il y a longtemps, dans les années 1970, en fait, à peu près au moment où je venais au monde, un économiste nommé Richard Easterlin étudiait le bonheur dans 19 pays différents. Il a découvert que les personnes ayant des revenus plus élevés étaient généralement plus heureuses que celles qui gagnaient moins. Dans la tranche de revenus la plus élevée, ils étaient de 10 à 20% plus susceptibles de se décrire comme très heureux par rapport à ceux qui avaient des niveaux de salaire plus bas. Mais ensuite, il a examiné comment le bonheur évoluait au fil du temps. À mesure que les pays devenaient plus riches grâce au commerce et à l'industrialisation, c'est là que les choses sont devenues étranges. À mesure que la richesse des pays augmentait, le citoyen moyen bénéficiait d'un niveau de vie plus élevé, ce qui, vous vous y attendriez, devrait conduire à plus de bonheur. Mais ce n'est pas ce qui a été trouvé. Au lieu de cela, les données ont montré qu'à mesure que les pays devenaient plus riches, le bonheur n'augmentait pas, il restait stable. Par exemple, aux États-Unis, le PIB par habitant a plus que doublé entre 1940 et 1970. Pourtant, les niveaux de bonheur moyens sont restés à peu près les mêmes. Donc, au sein d'un seul pays, à un moment donné, l'argent achète le bonheur. Mais si vous regardez les changements au fil du temps, la population ne devient pas plus heureuse, simplement parce que le citoyen moyen devient plus riche. Donc, l'argent n'achète pas le bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette découverte était si importante qu'elle est devenue connue sous le nom de paradoxe d'Easterlin. Je veux dire, vous savez, vous avez réussi dans le milieu académique quand on nomme un paradoxe d'après vous. Quoi qu'il en soit, cela signifie essentiellement que si tout le monde va mieux, alors personne ne devient plus heureux parce que le bonheur est davantage influencé par la comparaison sociale que par l'argent. Des décennies plus tard, Daniel Kahneman, un lauréat du prix Nobel, a approfondi cette question et a trouvé quelque chose de similaire, mais avec une tournure intéressante. Ses recherches ont montré que le bonheur augmente avec le revenu, mais seulement jusqu'à un certain point, en dessous d'un certain seuil. En gros, c'est d'argent pour se permettre un mode de vie confortable mais pas luxueux. Chaque tranche de 10 000 $ de revenus supplémentaires réduisait le stress quotidien et la tristesse d'environ 3%. Mais une fois que les gens atteignent ce seuil, plus d'argent ne se traduit pas par plus de bonheur. Il a appelé cela le plateau de bonheur et a conclu qu'une fois les besoins fondamentaux satisfaits, la richesse supplémentaire ne change pas vraiment la donne. Donc pendant des années, c'était la sagesse conventionnelle. Le paradoxe d'Easterlin et le plateau de bonheur de Kahneman sont devenus des éléments essentiels des cours de psychologie 101 et d'économie 101, offrant aux étudiants partout la réassurance réconfortante qu'ils n'avaient pas besoin d'obtenir un salaire à 6 chiffres pour trouver le bonheur. C'est-à-dire jusqu'à ce que des chercheurs commencent à creuser encore plus profondément et réalisent que la question était loin d'être résolue. D'abord, l'économie. Betsy Stevenson et Justin Wolfers, un couple puissant dans le domaine économique, ont bouleversé les choses en remettant en question le paradoxe d'Easterlin avec des données mises à jour et de nouvelles méthodes. Ils n'ont trouvé aucun paradoxe. À mesure que le revenu augmentait, le bonheur augmentait également, tant au niveau individuel qu'au niveau national, et à la fois sur une base absolue et relative. Le bonheur n'augmentait pas aussi rapidement que la croissance économique, mais il augmentait, et les économistes partout se disaient « Attendez. » Eh bien, ça a plus de sens. Puis, en 2021, le psychologue prodige, Matthew Killingsworth, a apporté encore plus de nuances au débat. Il s'est essentiellement tourné vers Kahneman et a dit « Tu as peut-être un prix Nobel, mais moi, j'ai une application. » Alors qu'il était encore étudiant diplômé, Killingsworth a créé l'application Track Your Happiness, qui collectait des données en temps réel en interrogeant aléatoirement les utilisateurs pour qu'ils remplissent de courtes enquêtes sur leur humeur, leurs activités et leurs pensées. Qu'est-ce que je fais? Remplir un sondage.
sur mon téléphone. Quelle est mon humeur? Je suis agacé parce que je reçois sans cesse toutes ces notifications pour remplir des enquêtes. Avec plus de 1,7, Killingsworth a découvert que le bonheur augmentait sans plafond clair. Le bonheur augmentait de 1% pour chaque 10 000 $ de revenus. En fait, il n'y avait pas de plafond clair. Avec chaque tranche de 10 000 $ de revenus liée à une augmentation de 1% du bonheur global, ces résultats semblent suggérer qu'une plus grande richesse pourrait augmenter à la fois le bonheur quotidien et la satisfaction de vie globale, même à des niveaux de revenus plus élevés. Tout comme Stephenson et Wolfers avaient bouleversé le monde économique, les découvertes de Killingsworth ont provoqué des ondes de choc dans la psychologie et la sociologie. Les chercheurs ont commencé à analyser de vieux ensembles de données pour voir si l'effet de plateau avait été exagéré. D'autres se sont demandé si tout cela était dû au fait que des revenus plus élevés s'accompagnent généralement de plus longues heures de travail et de plus de stress. Peut-être que ceux qui ont à la fois de la richesse, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée s'épanouissaient réellement. Les gros titres ont déclaré que l'argent achète finalement le bonheur. Dans les talk shows, des experts ont débattu de la question de savoir si nous devrions abandonner la quête de but et de passion pour nous concentrer uniquement sur l'enrichissement. Même les élus ont pris note, certains suggérant que nous devrions viser une croissance du PIB plus élevée, pas seulement pour réduire la pauvreté, mais pour améliorer le bonheur national. Si plus d'argent mène vraiment à plus de bonheur, pourquoi ne pas se concentrer exclusivement sur la maximisation des revenus? Mais est-ce vraiment le meilleur chemin vers le bien-être? La réponse n'est pas simple, surtout au niveau d'une personne en particulier, mais voici ce que nous savons. Easterlin, même à 82 ans, ne reculait pas lorsque ce paradoxe a été remis en question. Il a soutenu que suivre le bonheur, au fil du temps dans un seul pays, était essentiel pour comprendre comment les ambitions croissantes et les comparaisons sociales compensaient les avantages d'un revenu plus élevé. Selon lui, ces facteurs ont été négligés par Stephenson et Wolfers, dont l'étude comparait le bonheur entre les pays, mais à un seul moment dans le temps. Pendant ce temps, 2023, Kahneman et Killingsworth ont uni leurs forces pour une collaboration antagoniste. C'est essentiellement une étude de recherche avec un médiateur. Je veux dire, ils ne plaisantaient pas. Après un second examen des données, ils ont conclu que le plateau de bonheur affecte principalement les 20% de personnes les moins heureuses. Pour ce groupe, un revenu supplémentaire réduit initialement le malheur, mais ensuite l'effet de plateau entre en jeu, probablement en raison de défis plus profonds comme la dépression ou l'addiction, et plus d'argent n'aide tout simplement pas à ce stade. Depuis lors, Killingsworth a poursuivi ce travail. En juillet 2024, il a publié de nouvelles découvertes, montrant que, même parmi les individus gagnant plus d'un demi-million de dollars par an, des revenus plus élevés étaient toujours corrélés à un plus grand bonheur. Une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est ceci. En supposant que nous avons suffisamment pour une vie raisonnablement confortable, la façon dont nous dépensons notre argent compte beaucoup plus que la quantité que nous avons. Les études montrent constamment que dépenser pour des expériences comme les voyages ou les événements sociaux apporte plus de joie que d'acheter plus de choses. Par exemple, une étude de 2015, intitulée « Nous aurons toujours Paris », a révélé que les personnes qui dépensent de l'argent pour des expériences rapportent une satisfaction de vie 20% plus élevée par rapport à celles qui se concentrent uniquement sur les possessions matérielles. Et en ce qui concerne la générosité, même de petits gestes peuvent avoir un grand impact. Des recherches ont montré que les personnes qui dépensent aussi peu que 5 $ pour les autres se sentent nettement plus heureuses que celles qui dépensent cet argent pour elles-mêmes. À tous les niveaux de revenus, investir et partager des expériences ou donner aux autres conduit systématiquement à un bonheur plus durable. De même, les chercheurs ont découvert que les liens sociaux et un travail significatif contribuent beaucoup plus au bien-être que le revenu ne pourrait jamais le faire. Alors, où cela nous laisse-t-il? Eh bien, on dirait que l'argent peut acheter le bonheur, mais surtout si tu es triste et fauché. Pour le reste d'entre nous, ça aide, même à des niveaux de revenus assez élevés. Cependant, les bénéfices ralentissent à mesure que le revenu augmente, en particulier lorsque les aspirations croissantes et les comparaisons sociales entrent en jeu. Mais au final, l'argent a de la valeur, mais les relations, un travail significatif et des dépenses réfléchies sont les véritables clés du bonheur durable. Si tu veux creuser un peu plus, nos livres recommandés sont ci-dessous. Acheter par ces liens aide la chaîne sans aucun coût pour vous. Le bonheur n'est pas seulement déterminé par combien d'argent tu gagnes, c'est aussi influencé par la société et la définition du succès par la société. Notre prochain épisode examine le rêve américain et pose la question « Est-ce que cela nous rend vraiment malheureux ?» Clique ici ou vérifie le lien ci-dessous pour nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et restez humains.